Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes député France Insoumise de la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis. En face de vous, Philippe Reynaud, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue également, vous êtes politologue. Alexis Corbière, vu comment la présentation des ordonnances a été accueillie hier par la plupart des partenaires sociaux, est-ce que vous ne craignez pas de vous battre pour rien, ou en tout cas un tout petit peu seul ? Quand on a des convictions, il faut toujours les exposer, et puis les Français jugeront. Déjà, il y a quand même des organisations syndicales significatives, je pense à la CGT, au syndicat solidaire, qui sont en désaccord. J'ai même entendu la CFDT qui dit qu'il n'y a pas ce qu'elle voulait dedans. On ne peut pas dire qu'il y ait non plus immédiatement un grand tonnerre d'applaudissements du point de vue syndical. Mais après, sur le plan politique, moi je dis aux Français qu'aucune des mesures qui sont proposées là par M. Édouard Philippe ne fera reculer le chômage. Moi, la crainte que j'ai, au vu des éléments, c'est que ça va généraliser la précarité, ça va faciliter les licenciements abusifs, parce que désormais, ils seront plafonnés dans les indemnités que les salariés devaient percevoir. Ça va offrir la possibilité au niveau des branches qu'il puisse y avoir plus de renouvellement que de 2 CDD, aller plus loin que cela. Ça retire, par exemple, dans ce qui était le compte pénibilité, jusque-là, 4 points de la pénibilité, les charges lourdes, exposition aux produits chimiques, c'est plus dedans. Enfin, je pourrais continuer comme ça la liste. Et c'est un recul social. L'idéologie qu'il y a derrière est de dire plus c'est flexible, plus on peut licencier, plus ça va créer du boulot. Et moi, je ne crois pas à cela. Je pense que ça va généraliser encore plus. Est-ce que vous n'avez pas quand même une image du patronat qui est un peu faussée? 95% des entreprises aujourd'hui sont des PME. Ouais. Un petit patron, entre guillemets, va pas licencier. Ce qu'il me dit, c'est que quand il se tourne vers la banque, elle suit pas, elle lui prête pas l'argent qu'il a besoin. Lui, ce qu'il me dit, c'est qu'effectivement, du fait que le pouvoir d'achat aujourd'hui populaire est assez stagnant, les gens consomment moins et font moins de petits travaux comme ils le faisaient avant. C'est ça qu'ils me disent. Et peut-être qu'ils seraient preneurs aussi qu'il y ait des investissements publics plus importants, parce que souvent ces entreprises, elles profitent de ces investissements publics. C'est une vision d'une fraction du patronat, le MEDEF, qui lui a une vision très libérale, très idéologique. C'est un syndicat très peu représentatif, le MEDEF, en vérité, encore moins que les représentants de salariés, qui est très lié à des secteurs libéraux qui, eux, veulent flexibiliser, parce qu'ils pensent depuis le début que le Code du travail est un adversaire. Et moi, là où c'est dangereux, c'est que les choses soient claires. Des entreprises de moins de 50 salariés, c'est 97% des salariés qui sont. Donc ça touche tout le monde. Et désormais, il pourra y avoir un accord qui est en deçà du Code du travail, discuté non plus avec un représentant syndical, mais directement avec un délégué du personnel. Alors je sais bien qu'on peut être très critique avec les syndicats, mais les Français doivent savoir qu'un délégué du personnel, il n'est pas adossé à un syndicat qui peut l'aider à mieux comprendre, à décortiquer ce que veut faire l'employeur, à être un meilleur négociateur. Et on sait très bien que dans des petites boîtes, souvent le délégué du personnel, il est sous la pression, il connaît l'employeur, il a moins les coups des franges pour dire non. Donc attention, moi je termine là-dessus parce que les choses soient claires. Édouard Philippe dit qu'il veut faire confiance à la négociation. Il a raison, mais elle existait déjà, la négociation. Là, le problème, c'est que la négociation au niveau de la boîte ou de la branche peut être en recul par rapport au Code du travail. Et là, c'est une négociation qui est dangereuse parce que ça va créer partout dans le pays des différences. Et moi, je ne suis pas pour cette concurrence entre toutes les boîtes qui va tirer tout le monde vers le bas. Philippe Reynaud, je rappelle que vous êtes politologue. Est-ce que vous avez le souvenir d'un paysage syndical aussi nuancé, voire atone ? Par exemple, la réaction de Force ouvrière, qui n'a pas hésité à s'élever notamment contre certaines réformes du quinquennat Hollande, est sortie de la présentation hier en estimant que la concertation avait été tout à fait intéressante, même si toutes les mesures, elle ne le validait pas, la centrale syndicale, mais voilà, ça allait, quoi, en gros. Je crois que le paysage syndical, il est structurellement divisé. En France, il n'y a pas d'unité syndicale. Et on a eu depuis, disons, une vingtaine d'années, une situation dans laquelle Force ouvrière s'était redéfinie un petit peu plus à gauche, si on veut, que ça ne l'était autrefois. C'est lié à toutes sortes de considérations politiques dans lesquelles la chute du communisme intervient. Il y a beaucoup de choses qui interviennent là-dedans. Mais l'époque de Blondel n'était pas l'époque de Bergeron. Mais est-ce que les syndicats n'ont pas été un peu endormis, si vous me permettez l'expression, par Macron et par l'exécutif de manière générale? Non, je ne crois pas qu'ils ont été endormis par Macron. Simplement, Macron a compris, me semble-t-il, où étaient les divisions. C'est-à-dire, si vous prenez la loi El Khomri, la loi El Khomri a présenté des difficultés parce qu'elle était en fait soutenue par la CFDT, dont d'ailleurs les réserves actuelles sur ce qui est fait doivent être prises avec nuance. C'est-à-dire que si la CFDT n'est pas entièrement satisfaite de ce qui est fait, ça ne veut pas dire qu'ils veulent aller dans le même sens que la CGT. N'oublions pas que c'était le meilleur soutien de la loi Macron sur la plupart des dispositions. En revanche, Force ouvrière était très, très contre,
pour des raisons complexes, mais dans lequel il y avait le fait qu'ils avaient peur de perdre un peu de poids dans les négociations, sur lesquels ils ont estimé, à tort ou à raison, qu'ils avaient des garanties du fait que, contrairement à ce que souhaitait d'ailleurs la majeure partie du patronat, tout n'est pas reporté sur les accords d'entreprise. Il y a beaucoup de choses qui dépendent des accords de branche. Donc la Force ouvrière joue une carte qui est une carte de modération. Ils ne seront pas forcément suivis par tous leurs syndiqués, mais je pense qu'ils ont de bonnes raisons de le faire. Et n'oublions pas d'ailleurs que la CGT n'est pas actuellement en position tellement forte dans le champ syndical. Alors évidemment, on peut dire que les élections professionnelles, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'il y a peu d'électeurs, mais ils sont en recul par rapport à c'était pour eux qu'il y a un enjeu. De même qu'il y a un enjeu important, si je peux me permettre, pour la France Insoumise, qui nous avait dit au mois de mai qu'il préparait une cohabitation avec Macron. Ça n'a pas tout à fait ce qui s'est passé. J'allais y venir justement, si vous me le permettez. Il y a un appel à manifester. Il y a un enjeu important. Il y a un appel à manifester de la part de la France Insoumise le 23 septembre, auquel ne se rallient pas pour l'instant les syndicats. Mais c'est pas le but. Hein. Justement, quel est le but exact maintenant qu'a priori cette réforme du Code du travail est actée, entre guillemets? Premièrement, expliquons aux Français. Il y a un moment de pédagogie, le Premier ministre s'exprime, c'est normal, nous on va faire entendre nos arguments. Vous savez, les gens rentrent de vacances, personnellement. Cette manifestation, c'est à l'appel de la CGT. Voilà, moi c'est pas moi qui en serai la de la CGT. Oui, Solidaire, la FSU, les syndicats étudiants, enfin bon, bref, mais c'est ça. Moi j'y serai, mais j'y serai à ma place, c'est-à-dire je manifesterai derrière les organisations syndicales. Je suis par ailleurs aussi syndiqué, quand je suis désormais parlementaire, mais j'étais syndiqué il y a encore peu de temps, activement dans une organisation de salariés. Bon, mais il nous a semblé, ça c'est en semaine, où il faut se mettre en grève pour aller manifester, qu'il peut aussi avoir, sans que ça s'oppose, un temps politique. C'est le samedi 23, où nous on appelle un rassemblement d'ordre politique, où on dit d'ailleurs, on agglomère d'autres choses, par exemple la baisse des APL pour 6,8 millions de Français les plus modestes, c'est pas bon. L'augmentation de la CSG qui va frapper notamment les retraités, c'est pas bon non plus. Bref, il y a plein de raisons de protester aujourd'hui, politiquement, et de faire entendre qu'il y a un problème. Vous aussi, vous tournez plus ou moins la page de cette réforme du droit du travail, en fait. Ah non, je la tourne pas. Je dis que ça, c'est un gros morceau qui va bouleverser la question de l'ordre social, fondamentalement. C'est-à-dire que jusque-là, vous aviez le principe de faveur. Le Code du travail faisait que dans tout le territoire national, c'était la même réglementation, et on pouvait négocier au niveau des branches, évidemment, mais à condition, si je puis dire, que ce soit meilleur. Aujourd'hui, ça va négocier au niveau des branches et même au niveau des entreprises avec la possibilité d'une régression sociale. C'est terrible. Attention, on rentre dans une nouvelle étape de l'ordre social français. Mais c'est quoi votre idée? C'est la déstabilisation du gouvernement, provoquer des élections anticipées? Non, mais c'est une question. C'est une bonne question. Qu'est-ce que vous attendez finalement de cette mobilisation? Voilà, la première idée, elle est tout de même assez bateau. Les Français connaissent de protester. Et si une force se lève, qu'il y a une indignation populaire, peut-être que le gouvernement reculera. Mon idée déjà, c'est de faire en sorte que ce gouvernement n'applique pas cette réforme et qu'il entende qu'il y a un désaccord. Moi, pardon, je vais vite, mais le fil, c'est aussi que je ne crois pas que l'onction populaire a été vraiment donnée à M. Macron pour dire faites ça. Il a dit qu'il allait toucher au Code du travail, mais il n'a pas présenté ce document. Il ne s'est pas présenté devant les électeurs en disant voilà, je vais généraliser le CDD, je vais faciliter les licenciements, à tel point même que quand vos collègues du Parisien avaient révélé un document de travail pendant l'élection législative, le gouvernement a dit pas du tout. Il avait même menacé de sanctionner les journalistes et ceux qui avaient révélé cela. Donc ils ont avancé, pas devant les électeurs. Et moi je dis aussi, j'ai observé une abstention importante qui m'a aussi touché, mais tout le monde. Un président Macron élu au deuxième tour, d'abord dans un rejet de Madame Le Pen. Bref, cette France qui s'est opposée à la loi El Khomri, elle n'est pas passée du côté d'une loi qui est la continuité de la loi El Khomri. Donc, ou même démocratique qui soumettent sa loi par référendum, par exemple. C'est ça qu'on dit. C'est pas plus que ça. Je suis pas pour le coup de force en France. Hein. Pendant ce temps-là, grand parti cherche président pour moment câlin. Les Républicains, devenus peu audibles après les dernières débâcles électorales, désigneront en décembre leur nouveau chef. Pour l'instant, il y a 4 candidats, dont Laurent Wauquiez, Olivier Boulinc. Il est officiellement candidat. Dans une entrevue au Figaro, Laurent Wauquiez déclare vouloir prendre la tête du parti Les Républicains. Je suis candidat parce que je pense que la France a besoin de la droite et il faut que la droite soit vraiment de droite. Pour devenir un des leaders de l'opposition, il faudra d'abord battre ses adversaires. Florence Portelli, par exemple, une proche de François Fillon, a déclaré qu'elle serait la candidate des militants et qu'elle pouvait battre Laurent Wauquiez. Lui veut rassembler. Je ne répondrai à aucune polémique à l'intérieur de mon camp. Je tendrai inlassablement la main à ceux qui ont du talent. Du talent, Daniel Fasquelle pense aussi en avoir.
Face à Laurent Wauquiez, le député du Pas-de-Calais veut incarner une droite sociale. Selon lui, il n'a pas à rougir d'un manque de notoriété. Les militants me connaissent en tant que trésorier national. J'ai fait un travail de redressement du parti avec rigueur et avec transparence et c'est salué. Et quand je vais sur le terrain, je suis parfaitement et très bien accueilli partout. Encore traumatisé par l'échec à la présidentielle, le parti Les Républicains pourrait encore connaître une période de turbulence. Les batailles entre candidats qui se connaissent parfaitement, qui sont dans la même famille, qui siègent côte à côte à l'Assemblée nationale, sont parfois très sanglantes. On en a connu dans le passé, notamment à droite. La guerre entre François Fillon et Jean-François Copé a laissé des traces pendant de très longues années. Laurence Seyé, enfin, est l'illustre inconnu de ce scrutin. Celle qui a été battue aux élections législatives de juin dernier, mais aussi à celles de 2012 et de 2007, a jusqu'au 10 décembre pour se faire connaître. Philippe Reynaud, je rappelle que vous êtes politologue. Aujourd'hui, c'est quoi la droite? Écoutez, ça c'est à eux qu'il faut le demander. Moi je crois que... La boussole est au minimum désorientée. La boussole est très désorientée. Bon, je pense qu'on a actuellement une opération, disons, de M. Wauquiez qui consiste à considérer que la droite gagnera si elle est dans une posture d'opposition radicale à l'égard de M. Macron, avec, comme il dit, des valeurs de droite, etc. Je pense que c'est quelque chose qui satisfait les militants, mais dont je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup d'écho dans le pays. Mais je me trompe peut-être. Mais enfin, je pense simplement qu'il calcule sur 4 ou 5 ans, en pensant que pour différentes raisons, les électeurs les plus conservateurs ne se réconcilieront pas avec le gouvernement actuel et qui peut être le leader d'une opposition importante. Ceci dit, la droite dans la campagne présidentielle, c'était la droite Fillon. Enfin, c'est lui qui avait été élu. Oui. C'est une ligne beaucoup plus conservatrice, donc finalement, ce ne serait pas étonnant que Wauquiez émerge. Oui, mais c'est une ligne qui n'a pas réussi. Si vous voulez, c'est une ligne qui a perdu. Pour d'autres raisons, peut-être. Il y a eu des J'en affaires. suis pas sûr. Bon, c'est une thèse qui mériterait d'être discutée, mais moi, je suis convaincu que Fillon aurait perdu, même sans les affaires. Et je dirais d'ailleurs au passage que quand on dit que Florence Portelli est une proche de François Fillon, c'était la porte-parole de François Fillon à la suite des primaires. Je l'ai entendu tout à l'heure sur une chaîne concurrente dire qu'elle était surtout proche de Valérie Pécresse, qui n'est pas absolument persona grata chez les amis de Fillon. C'est pas plus compliqué que ça, mais c'est de la cuisine. Si vous voulez. La gauche radicale Mélenchon contre la droite radicale Wauquiez, ça aurait de la gueule, Alexis Corbière? Moi, je me définis pas comme une gauche radicale. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de nous. Non, je crois que la droite, elle est victime de l'effet Macron, quoi. Il y a un problème pour eux que la victoire d'Emmanuel Macron, de République En Marche, a signifié un grand bouleversement du champ politique, a fait exploser les organisations traditionnelles. Le PS n'est pas prêt de remonter sur le cheval, à mon avis, parce qu'on voit bien, ils sont face à des difficultés. Et aussi la droite. C'est-à-dire que, hormis défendre un appareil, quand vous avez un gouvernement qui mène une politique où quand même, quand on est droite, on n'est pas bouleversé par la réforme du travail dont on vient de parler. Elle est plutôt dans le sens de choses qui sont portées. Je ne sais pas si c'est dit, en tout cas, on ne l'entend pas quotidiennement ces derniers temps. Moi, je suis un radical désaccord avec M. Philippe, mais c'est un homme cohérent, il est Premier ministre de la France, et il mène une politique qui... Bon, donc, ils ont du mal à se positionner. En vérité, c'est d'abord un appareil qui cherche à se défendre, et ça passionne pas les Français. Après, il y a un autre débat, c'est que le sujet que vous avez dit, si c'est pour une droite de droite, tout ça, c'est une succession de banalités, franchement, qui dit pas grand-chose. La question, c'est est-ce qu'il faut aller taper un peu plus aujourd'hui Une droite de droite, pardon, c'est l'expression de Laurent Wauquiez. Non, mais j'ai bien compris. Ouais. Non, mais j'ai lu d'ailleurs, je sais pas vous, avec qui j'en voulais, mais dans le Figaro, il y a une grande interview. C'est ça. Bon, il enfile un peu les perles, hein. Il faut une droite de droite, être fier d'être de droite. Bon, on aimerait y voir plus clair. Par contre, on connaît Wauquiez, le projet. Lui, il pense qu'il y a trop d'assistés dans ce pays, que le code du travail est une contrainte. Il veut moins d'État, moins de financement public. Enfin, c'est une droite dure socialement. Alors moi, je dois avouer que le pays que j'ai rencontré pendant la campagne présidentielle, il va pas se passionner derrière une droite qui a pour projet, quand déjà au gouvernement, il y a des choses qui sont faites, qui veut taper encore plus les milieux populaires. Mais je leur souhaite bon courage. Hein. Je dirais que moi, je me mêle pas des affaires de famille des autres, mais je vois pas le thème sur lequel ils vont réussir à se reconstruire. Vous n'y croyez pas? C'est ce que vous nous dites. Oui, enfin, je veux dire, la droite, ça existe. On a le droit d'être de droite. Moi, je connais des tas de gens mais je crois que le gouvernement Macron aujourd'hui occupe cet espace et leur pose un problème de fond. Que la droite, c'est Macron en réalité. Merci Alexis Corbière, merci Philippe Reynaud d'avoir accepté l'invitation de Week-end.